Salutations camarades, c'est Rafa, ça se passe? Moi ça se passe super bien comme d'habitude. En ce moment, je suis une personne qui consomme énormément de contenu qui parle de relations hommes-femmes, de mariage, et je vois passer au travers de YouTube des personnes qui font des condensés de vidéos sur TikTok où tu vois des jeunes hommes, des jeunes femmes, des hommes plus âgés, des femmes plus âgées qui expliquent que les relations à l'heure actuelle sont complètement biaisées par, euh, par la société actuelle. Et je remarque effectivement que toutes ces personnes-là parlent avec énormément d'émotion. Pour certains même parlent avec nostalgie, pour les personnes qui sont de ma génération ou même des générations plus âgées que la mienne, la génération X. Et je vois la génération Z qui parle avec les yeux qui brillent, qui fantasme une époque où les relations étaient meilleures. Et ben, dites-vous bien que je me suis posé la question, à savoir, réellement, est-ce que c'était mieux avant? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant d'attaquer la vidéo et d'essayer de comprendre le pourquoi de la chose, il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez quelle était, moi, la relation que j'ai pu avoir au sein de ma propre famille. C'est très simple, je suis issu d'une famille complètement instable, très instable, et ce depuis la génération de mes grands-parents. Génération de mes grands-parents, côté paternel, mariage-divorce, tromperie, abandon familial, hein, on a placé les enfants à la DAS. Du côté de ma mère n'a jamais connu son père et a été élevée par ma grand-mère qui, par son activité professionnelle, travaillant dans les hospices civils de Lyon, infirmière de nuit, ne pouvait pas éduquer sa fille et donc était amenée à être éduquée par d'autres personnes. Du côté paternel, comme j'ai expliqué, situation extrêmement instable. Et lorsque mes parents se sont rencontrés, ils se sont mariés très très tôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des enfants très vite. Et on a divorcé très vite parce que mon père a fait exactement les mêmes bêtises que mon grand-père. En même pire, étant donné que lui-même n'a pas eu de repères, s'est retrouvé à reproduire les mêmes schémas. En pire, je disais, parce que c'est une personne qui a une énergie féminine extrêmement élevée. S'est retrouvé à abandonner sa famille, hein, donc ma mère, mes frangins et moi, à vivre dans un pays, mon pays d'origine, le pays en Espagne, avec son amante. Il s'est fait larguer comme une vieille chaussette, est revenu en France. Et la logique des choses voudrait que lorsque tu reviennes, t'as fait une bêtise, l'idée c'est de pas reproduire les mêmes erreurs et au contraire, il s'est passé que les choses n'ont pas réellement changé, quoi. Ça a toujours été pareil. Alors au début, avant le divorce, c'était plutôt des violences physiques et par la suite, c'était des pressions psychologiques extrêmement intenses à rendre fou un homme. Ça, c'est voilà, faut le savoir. Donc j'ai pas grandi. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, pardon, ma mère se retrouve à jouer le rôle du père. Même quand mon père était présent, c'était toujours ma mère qui prenait les décisions, sur tout, quasiment tout. Et déjà qu'une mère de famille n'a pas à être père, en plus se retrouve, donc je vais reformuler, elle est mère de famille, donc elle ne doit pas jouer le rôle de père, mais en plus elle joue le rôle d'un père, mais sachant qu'elle n'a jamais connu son père. Donc vous voyez la complexité un peu de la situation. Hein. Donc j'ai grandi vraiment dans une atmosphère qui était, c'est pas que c'était détestable, mais lorsque je me suis retrouvé à la vingtaine, je me suis retrouvé donc à vivre une vie d'adulte, mais j'ai jamais eu de repère pour ça. Je suis parti un peu tête basse comme ça. Bon bah fais ça, vas-y, va travailler dans tel domaine, fais ci, fais ça. Mais en réalité, je savais absolument pas ce que je faisais. Et je me suis retrouvé à reproduire exactement les mêmes bêtises que mon paternel, à savoir à consommer des quantités énormes d'alcool ou d'autres substances. Je ne vais pas les nommer ici, mais voilà, pour vous dire, donc j'avais pas une hygiène de vie irréprochable, très loin de là. Je sortais énormément, j'avais des fréquentations particulières et les relations que j'avais avec les filles, eh bien, comme si j'attirais exactement ce dont pourquoi j'ai été éduqué. J'avais donc des filles qui étaient elles-mêmes dans le chaos total, qui ne connaissaient pas leur père ou qui étaient dans des situations familiales extrêmement instables.
Et malgré tout ce chaos-là, bah, sachez que inconsciemment, on va quand même rechercher un modèle paternel. Même si c'est pas cette personne-là qui t'a éduqué, tu as quand même un modèle. Et moi, mon modèle, ça a été mon parrain. Mon parrain, il faut savoir que c'était une personne très charismatique, qui avait réussi socialement, qui était en plus beau gosse, qui avait construit une bonne vie de famille. Et bien que mon paternel le jalousait énormément en expliquant qu'il était plein de fric, etc., bah, en fait, en réalité, c'était une personne qui était très humble. Était très humble, hein. Ok, il était blindé, mais c'était pas non plus un flambeur en expliquant ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Non, c'était pas du tout ce genre de personne-là, quoi. Donc j'avais une forme d'admiration, hein, de mon parrain. Et il s'est passé il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, que cette personne, arrivée à la cinquantaine, a commencé à avoir moins de réussite. On commençait à prendre un peu sa place au sein de son activité professionnelle. Les jeunes commençaient à le remplacer, il le vivait assez mal. Il a divorcé de sa femme. Il l'a extrêmement mal vécu, au point où, bah, malheureusement, il est arrivé que bah, cette personne a mis fin à ses jours. Alors, comment expliquer la situation émotionnelle dans laquelle j'ai pu être? Parce qu'au même moment, la situation familiale, avec le relation que j'avais avec mon géniteur était mais d'une catastrophe sans nom. Et c'est là que j'ai eu un électrochoc. Il s'est passé que je me suis réellement remis en question. Je me suis dit, mais sans cet événement-là, je serais peut-être pas là en train de parler devant vous de face caméra. Il faut savoir que je me suis réellement posé la question déjà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai eu quel est le but dans ma vie? Quel est le bilan de ma vie, hein, comme dirait la chanson d'Eneg Marron. J'ai fait un bilan à 30 ans, et j'ai conclu que c'était complètement catastrophique. Les fréquentations que j'avais à l'époque, en réalité, c'était des représentations même de l'éducation que j'ai pu avoir, donc des personnes qui étaient absentes dans les mauvais moments, qui n'hésitaient pas à t'enfoncer, etc. J'étais vraiment dans un cocon qui m'empêchait de m'exprimer, qui m'empêchait d'être moi-même en réalité, qui m'empêchait d'avancer. Donc tous ces événements-là, j'ai calculé, j'ai réfléchi, je me suis dit allez maintenant, on reprend sa vie en main une bonne fois pour toutes. J'ai fait du ménage, barrez-vous tous, je reprends ma vie en main. Et c'est après, par la suite, que lorsque j'ai déménagé de Lyon pour venir dans la région actuelle dans laquelle je suis, je me suis trouvé un mentor parce que j'ai oublié de préciser, c'est très très difficile. Au début, je me suis fait tout seul et quand tu te fais tout seul, c'est très 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 long. C'est très 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 long le processus de remise, de remettre en place les fondations, tout ça. C'est très très long. Alors que quand tu as un mentor, bah, tout de suite, les choses s'accélèrent un peu plus, ça va beaucoup plus vite. Je me suis trouvé un mentor qui m'a plus ou moins guidé sur plein de choses et là maintenant bah, je commence à être bientôt proche de la quarantaine, à commencer à vivre, à être heureux dans ma vie, à être une personne déjà qui se rapproche plus des standards dans lesquels j'ai toujours voulu. Maintenant, pour en revenir à ce qu'on disait, est-ce que c'était forcément mieux un vœu? Bon, bah, vu le témoignage que je suis en train de vous faire, et encore, je vous ai épargné les détails, parce qu'il y a moult détails à faire, là, c'est même pas une vidéo que je devrais faire, c'est écrire un livre. Mais, pour bien que vous compreniez, moi, quand je vois des personnes qui fantasment une époque qu'ils n'ont pas connue, ou des personnes de ma génération ou de la génération précédente qui sont un peu dans la nostalgie, bah, j'ai envie de leur dire, mais bah, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, il faut que vous compreniez une chose, concernant l'époque qui est très fantasmée, il y a une période en France, fin des années 60, qui s'appelle la révolution SEX. La libération de la femme, le droit à la contraception et le droit au divorce, ou du moins des textes de loi qui facilitent le divorce. Tout ça, c'est né fin des années 60, début des années 70. N'oubliez pas surtout que les années 70, vous savez ce que c'est? Mais c'est la période des babacools, c'est la période du disco, c'était la fête à tout va, c'était les rapports sans protection, c'était la folie. Et le témoignage que je vous fais là depuis tout à l'heure concernant ma famille, normalement, devrait vous faire comprendre que l'époque, en réalité,
l'époque était différente parce que la situation sociale et le contexte étaient différents, mais la nature humaine en soi, elle a pas changé. Il faut savoir que durant les années 70 et même durant les années 80, les placements d'enfants à la DAS étaient mais énormes. C'était énorme. Il faut bien que vous compreniez ça, hein. La plupart des personnes de la génération Z sont issues de, personnes, je vais essayer de vous mettre des chiffres en description si possible, si j'arrive à les retrouver. Mais les enfants qui étaient placés à la DAS, ça concernait une famille sur 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Une personne sur 10 a vécu à la DAS. Et ces personnes-là n'avaient aucun repère comme a pu avoir, comme n'avait pas mon paternel. Et ça crée des instabilités générationnelles. Donc d'un autre côté, la situation dans laquelle nous sommes là à l'heure actuelle, moi quand je prends du recul, je me dis mais en fait c'est même cohérent parce que en réalité le passé c'était pas forcément meilleur. Je le répète encore une fois, la nature humaine elle n'a pas changé. C'est l'époque qui a changé, c'est la situation sociale qui a changé. Alors moi je peux comprendre aussi les générations Z, attention hein. Et c'est très bien de penser très bien de penser qu'il faut revenir un peu à des valeurs traditionnelles. Je suis même 100% d'accord avec ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque aussi, les valeurs traditionnelles, les mariages, tout ça, il faut comprendre que déjà, pourquoi il n'y avait pas un taux de divorce élevé durant cette année-là comparé à celle de maintenant, c'est parce que aussi le contexte social, comme je l'ai expliqué, était différent. On pouvait vivre avec un salaire, seulement un salaire, c'était possible. La vie était beaucoup moins chère. Et il faut comprendre aussi que à l'époque, quand tu divorçais, c'était extrêmement mal vu, hein. C'était très mal vu. Et les personnes préféraient rester ensemble par la question sociale, justement, vous voyez. Donc l'époque dans laquelle on dit que c'était mieux avant, moi je ne suis pas forcément d'accord. Évidemment, il y a des contextes, des situations familiales qui étaient très saines, qui étaient déjà saines à l'époque, mais qui le sont aussi maintenant. Moi, j'ai des exemples, parce que là, je parle de ma famille, on dirait que je parle de ma famille en mal. Je parle de ma branche familiale, le noyau familial, père, mère, enfant. Mais j'ai d'autres exemples d'oncles et de tantes qui sont dans des situations, mais des plus stables, et ces gens-là, moi, je les admire, parce qu'ils ont construit quelque chose ensemble, ils font les choses ensemble, et quand je vois mes cousins, ils sont mais heureux comme tout. Vous voyez. Donc, c'est pas... La réalité, c'est que... On va reprendre. Ce que je comprends à l'heure actuelle, c'est que, malheureusement, l'ère des réseaux sociaux a tendance à aller beaucoup trop vite pour le cerveau humain. Ça va trop vite, il y a juste à voir. Regardez, nous sommes dans un contexte géopolitique actuel qui est quand même... relativement sensible au Moyen-Orient, il se passe quelque chose, dans la seconde qui suit, tu as déjà l'information, et en l'espace d'une minute, ça fait déjà le tour du monde. Vous voyez? Donc si maintenant tu commences si tu commences à poster des vidéos sans prendre le recul nécessaire en parlant comme ça à chaud, bah d'une part le message il est un peu biaisé, vous voyez? C'est ça le vrai problème en réalité. C'est pas le contexte actuel, bon, je reformule. Bon, il faut quand même reconnaître que les situations relations hommes-femmes, elles sont quand même particulières. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais dites-vous bien une chose, moi je trouve que c'est plutôt une bénédiction. Je m'explique. Ça peut surprendre ce que je vais dire, mais nous, en tant qu'hommes, on a tous les outils maintenant nécessaires. On voit ce qu'elles attendent. On voit des filles, des filles qui demandent des choses, mais qui sont extraordinaires. Ça va au-delà tu te dis, bon, si maintenant tu es en date et tu tombes sur une fille comme ça, pourquoi tu insistes? Ah bah écoute, non, ça m'intéresse pas. Bah tu sais quoi, écoute, allez. On n'est pas fait pour s'entendre, merci, au revoir. Tu prends, tu t'en vas, et tu t'en vas, et tu gardes la tête haute. Au contraire, moi je trouve que le fait d'être dans une situation comme ça, ça devrait nous permettre, nous les hommes, de prendre du recul en disant, attends, elle demande ci, elle demande ça, elle demande ça, elle demande ça, c'est peut-être un peu trop. Mais justement, quand tu commences à prendre de la maturité, quand tu commences à avoir un peu de vécu, quand tu as eu suffisamment de relations pour comprendre la nature féminine, bah déjà, il y a une chose qui est
clair et net. Tu vas vite t'apercevoir que entre ce qu'elles disent sur les réseaux et ce qu'elles font face à toi, si maintenant tu es posé, stable, que tu as des revenus, que tu es posé, quoi, que tu es mature, que tu as tout ça, ce genre de discours-là, mais crois-moi qu'elles l'auront jamais avec toi. Hein. Et quand bien même elles ont ce genre de discours-là, enfin, écoute, non, c'est pas compatible, c'est pas grave, merci, au revoir. Il n'y a pas de mal à ça, il faut aussi prendre ses responsabilités, les mecs. Pas avoir peur de ça, au contraire. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème c'est pour ça que c'est un problème pour moi, les réseaux sociaux. Il y a des super choses dans les réseaux. Moi, je suis très heureux d'avoir les réseaux, attention. Hein. C'est formidable, hein, comme outil. Hein. Mais le plus intelligent serait de... Qu'est-ce que tu en fais de cet outil-là? Donc, si tu t'en sers pour faire de la psychologie à de l'eau de rose ou à parler à chaud comme ça avec trop d'émotivité, et que tu te bases sur ces témoignages-là pour te construire quelque chose, bon, bah, t'es mal barré. Non. Moi, la chose que j'ai à vous dire, les mecs, c'est que plutôt que de s'emballer, plutôt que de se dire ouais, mais tu sais, la génération de nos vieux, c'était quand même mieux. Non, mais là, on est à une époque, voilà, c'est complètement fou l'époque dans laquelle on est. Le plus important avant tout serait quand même d'essayer de comprendre un peu les schémas de comment tout ceci est arrivé, pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus que ça arrive. Le plus important, c'est de prendre sa responsabilité, tout simplement. Et j'aimerais terminer là-dessus. La réalité, c'est que le monde dans lequel on est, comme ça a été avant tout, le plus important, c'est pas qu'est-ce qui était mieux avant, qu'est-ce qui se passe entre les hommes et les femmes, le combat homme versus femme, génération d'avant versus génération actuelle. Non, le plus important, c'est le combat qu'on mène avec soi-même. Ok les mecs? Allez, force et honneur.